parce que la vulnérabilité, c'est une énergie. Et là, on a un gisement de pétrole qui s'appelle la vulnérabilité. À nous d'inventer les nouvelles technologies, plutôt Oui. psychologiques que mécaniques, tu vois, mais les nouveaux outils qui vont permettre de valoriser ce gisement pour en faire de la richesse économique et sociale. Ça, c'est notre boulot au cercle. Bonjour à tous, vous êtes sur le média À bout de taf, le cycle décideur, et aujourd'hui je suis avec Tanguy Châtel, une personnalité haute en couleurs que vous allez découvrir et avec lequel on va pouvoir explorer la question des vulnérabilités des dirigeants. Bonjour Tanguy. Bonjour Taïna. Comment vas-tu? Mais je vais très bien, je suis très content d'être là. Écoute, bienvenue pour cette conversation à bâton rompu, et dont la première question est celle: pourquoi on adore détester les dirigeants? Parce que quand on adore détester quelqu'un, c'est qu'il vous parle un peu de vous et d'une partie qu'on aimerait et qu'en même temps on évite. Donc le dirigeant, c'est celui qui vous aide, qui vous donne du boulot, qui vous insère dans la société, mais c'est aussi celui qui vous donne des consignes, qui vous donne des contraintes. Et donc il y a un côté un peu paternaliste, quoi. On adore ses parents, en même temps on peut les détester. On fait la même chose avec le dirigeant. Puis le dirigeant, on a dans notre culture occidentale une espèce de détestation parce que c'est aussi quelqu'un qui s'enrichit, c'est quelqu'un qui enrichit le pays. Et donc on n'a jamais complètement réglé cette tension entre j'ai besoin d'un peu d'argent, mais en même temps j'aime pas ceux qui en gagnent. Voilà. Tanguy, tu es sociologue, Oui. cofondateur du cercle Vulnérabilité et Société. Ouais. C'est bien cela. Mais aussi, on va dire, co-créateur du projet du Château du Répit. On va pouvoir parler de chacun de ces sujets. La première question, c'est comment tu es passé d'un métier de fiscaliste Hmm. à un métier, on va dire, un peu plus intellectuel Ah. ou perché, d'une certaine manière? Écoute, mon parcours, ça a été d'abord de faire des études de fiscalité et puis un MBA. Donc, assez naturellement, je me suis retrouvé dans une grande boîte de conseil internationale qui est Deloitte. Et donc, j'ai fait de la fiscalité pour les entreprises. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place, qu'il me manquait quelque chose derrière ce métier de conseil et derrière tous ces chiffres. C'était la rencontre avec les gens. C'est ça que je privilégie. Alors, la meilleure chose qui me soit arrivée dans le début de ma carrière professionnelle, ça a été de me faire virer de chez Deloitte. Parce que moi, j'y serais sans doute resté un peu trop longtemps et eux ont eu plus d'intuition. Du coup, ça m'a amené sur une autre trajectoire. J'ai travaillé au ministère de l'Éducation nationale pendant plus de 15 ans pour essayer de moderniser le système éducatif et chacun verra à quel point j'ai tout Tu as à réussi. fait brillamment réussi, on est d'accord. Et en fait, ces 2 expériences mis bout à bout m'ont fait toucher du doigt que j'étais dans une forme de détresse. À l'époque, on n'aurait pas appelé ça un burn-out, mais j'en étais vraiment tout Mmh. près. Il y avait quelque chose qui n'était pas accordé en moi entre ce que je faisais dans ma vie professionnelle et ce que j'aspirais à faire. Du coup, j'ai arpenté pas mal de chemins, notamment les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle que j'ai fait plusieurs fois, le désert et toutes ces expériences-là, à un moment donné, m'ont donné envie de basculer et je suis devenu sociologue. Je fais un doctorat de sociologie et du coup, à partir de ça, je me suis intéressé aux phénomènes de société à partir de ce qui me touchait moi, c'est-à-dire la vulnérabilité humaine. Depuis, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé ce qui fait le sens le plus profond dans ma vie privée et professionnelle. C'est une belle inspiration. Ouais, Tu n'as jamais j'espère. regretté? À jamais regretter. Parce que d'abord, je trouve qu'on apprend toujours des expériences contrariantes auxquelles on est confronté, si on n'est pas accablé et écrasé par elles. Mais au contraire, vu là où je suis arrivé aujourd'hui en termes de cohérence personnelle et vu l'écho que mes travaux ont auprès d'un certain nombre de personnes, je me dis, ça a été une chance en fait de traverser tout ça. Est-ce que ton regard, on va dire, d'expert, plutôt orienté, chiffres, a changé ta perspective et changé la perspective qu'on a aujourd'hui sur les vulnérabilités? Parce que d'une Mmh. certaine manière, voilà, je me rappelle un de nos premiers échanges, je vais pas tout dévoiler, mais et j'avais une forme de lumière à me dire: «Mais enfin, on n'est pas dans cette posture, de victime, Mmh. doloriste». Mmh. J'aime bien en plus tu utilises ce terme, heu, d'éviter le dolorisme à vouloir, Ouais. exacerber que la période la plus difficile, comme si on était coincé dans ce moment-là, comme si ça a été la seule, on va dire, période la plus belle, où on s'est révélé. Est-ce que ta perspective donc, on va dire orientée chiffres, a influencé ton expérience de la sociologie?
Alors, il y a 2 choses. Quand on commence à devenir un peu un intellectuel, on risque de devenir complètement déraciné et d'être dans le monde des concepts ou des idées ou des principes moraux. Donc moi, mon expérience en entreprise avant et dans le secteur, concurrentiel d'un côté, mais aussi dans le secteur public, m'a ramené les pieds sur terre. Donc ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à des choses qui sont concrètement tenables, dans la réalité du monde de l'entreprise et du monde du travail. La deuxième chose, c'est que, ayant traversé un certain nombre d'épreuves, et on va pas non plus encore tout dévoiler, mais enfin en même temps, tout est instructif, j'ai compris que la vulnérabilité n'était pas, une misère qu'il fallait sublimer, c'est une expérience de vie. Mmh. C'est pas, d'un côté, une héroïsation des gens qui auraient traversé un cancer ou un divorce ou un deuil ou que sais-je, et puis on les déconnecterait du réel. Non, c'est l'expérience de vie que chacun, à un moment ou à un autre, voire plusieurs fois dans sa vie, va faire. Et donc cette expérience de vie, elle est instructive. Et donc chacun d'entre nous est vulnérable et chacun d'entre nous a vocation à faire quelque chose de l'enseignement de cette vulnérabilité dans son quotidien. Donc ça, c'est aussi, de manière très pragmatique, puisque tu ramènes ça à l'expérience des chiffres, c'est des choses très concrètes. C'est pas des grands principes moraux. Il faut s'épargner de victimiser les personnes vulnérables, comme il faut s'épargner de les héroïser. Il faut juste reconnaître que chacun d'entre nous passe sa vie à faire quelque chose d'un épisode de vulnérabilité et qu'on le fait mieux quand on est accompagné, quand on a un cadre qui est porteur. Un cadre qui est porteur. Quel rôle peut jouer un dirigeant? Parce que tu la rencontres, Mmh. aussi dans ton quotidien. Est-ce qu'on arrive, à ce moment effectivement, on en parle, il y a une forme de buzz, de sensibilisation, des grandes causes nationales, post-Covid, enfin voilà, on a aussi une temporalité démographique qui fait que, d'une certaine manière, on est face à la réalité aussi, sociale. Est-ce que tu vois que les dirigeants perçoivent l'importance du cadre? Mmh. Alors déjà, le dirigeant, il est dans un contexte aujourd'hui où il est mis en difficulté. Mmh. J'étais il y a 2 jours à l'université, des entrepreneurs de Normandie qui est dans le cadre du MEDEF, où intervenaient Patrick Martin et d'autres. 1 500 participants, on sait qu'il y a 1 500 participants qui là-dedans sont dans un contexte d'incertitude parce qu'ils voient leur marché, s'écrouler, ils voient la conjoncture géopolitique, donc pèse sur eux un certain nombre de choses difficiles, qui viennent s'amplifier sur le fait qu'à titre personnel, dans leur vie de dirigeant, ils peuvent être confrontés avec des problèmes de divorce, des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé physique. Donc je trouve aujourd'hui que le métier de dirigeant, c'est un métier extrêmement mis sous tension, comme le métier de manager d'ailleurs, lequel est pris Oui. entre les collaborateurs et le dirigeant. Et donc, c'est des métiers qu'il faut soutenir, parce qu'il faut jamais oublier que c'est eux qui créent la richesse. C'est pas le secteur public qui crée la richesse en France, c'est véritablement l'entrepreneur. Et l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est audacieux. Quand on parle vraiment avec les entrepreneurs et qu'on sort de l'idée des grands patrons, mais qu'on va voir les patrons de PME, mais tous les jours, ils sont confrontés à des défis qui sont complètement dingues. Moi, ça fait plus de 12 ans que je les accompagne dans le cadre de l'APM, de l'Association pour le progrès du management, où voilà, tous les mois, je rencontre des dizaines de dirigeants. Et Et à chaque fois, j'ai la même chose. et puis toi-même, tu l'es. Et moi, je le suis également et je connais les vicissitudes, Oui. les difficultés d'entreprendre quand tu es confronté à des obstacles, à des procédures, à de la bureaucratie, enfin, et puis à des marchés qui vont pas de soi, quoi. Et on les conquiert pas comme ça. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, le dirigeant, il incarne l'esprit d'entreprendre. Voilà. Et donc, qu'on le déteste parce qu'il réussit, mais on devrait aussi l'applaudir parce qu'il aide à réussir collectivement et pas simplement pour lui dans sa réussite personnelle. Donc, c'est véritablement aujourd'hui le type de personne sur lequel il faut investir, qu'il faut soutenir et arrêter de lui taper dessus en disant bah, c'est lui qu'il faut au contraire siphonner, pomper, et ainsi de suite. Mais est-ce parce qu'on a montré une forme, d'entrepreneuriat et de direction d'entreprise effortless, c'est-à-dire sans douleur? Ouais. Que, comme on a une conception d'une élite, qui, doit réussir à tout prix, on oublie que pour une réussite, il y en a 10 échecs, Ouais. derrière. Oui, mais si tu fais référence à une certaine idée de l'entrepreneuriat qui a surgi dans les années 90, que Alain Ehrenberg, le sociologue, appelait le culte de la performance,
expression qui est très, très actuelle, hein, ça fait juste 30 ans qu'il en a parlé. Bon. Et dans les années 90, on regardait qui? On regardait Steve Jobs, on regardait Bernard Tapie, on regardait des entrepreneurs avec des success stories, et donc ça donnait envie d'aller dans leur sillage. Mais c'est pas ça la réalité de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui tous les jours arrive au boulot en se disant qu'est-ce que je vais faire pour gérer les problèmes du moment. C'est-à-dire mes problèmes de salariés qui me manquent à tel endroit, mes problèmes avec ma femme qui me pose des difficultés, mes problèmes avec mes enfants, mes problèmes avec mon banquier. Bon. C'est un travail il faut avoir une vocation tout à fait extraordinaire pour supporter ça tous les jours de l'année. C'est ça qu'ils font. Donc moi, je considère, pour revenir au sujet de la vulnérabilité, que ce sont des gens qui sont des démonstrateurs de la manière dont on peut transformer la vulnérabilité quotidienne pour en faire quelque chose qui sera une richesse économique et sociale. C'est exactement ce qu'on travaille dans le cadre du Cercle Vulnérabilité et Société, qui est le think tank que tu as nommé. Donc aujourd'hui, on est dans un moment de l'histoire européenne, peut-être mondiale, où il nous faut inventer des nouvelles postures, inventer des nouvelles recettes. Le manager ou le dirigeant success story, franchement, c'est de la tarte à la crème, hein, parce que ça va représenter 1 sur 10 000, comme tu dis. Mais ceux qui font le tissu économique, c'est ceux qui, tous les jours, ont des failures, ont des failles, et arrivent à concrétiser quelque chose positivement de ces failles-là. Donc moi, ça m'intéresse parce que c'est des tissus humains et c'est pas des images d'Épinal, romantiques et tout ce qu'on veut. Tu cites l'excellent livre Culte de la performance que j'ai eu vraiment plaisir à lire. Mais à chaque fois que je tournais les pages, j'avais envie de poser une question, c'est est-ce que du coup, performer peut ne pas être un gros mot aujourd'hui? Enfin, performer, c'est quand même, c'est même un mot artistique. Ah oui, 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 mais performer, étymologiquement, ça veut dire faire bien. Mmh. Ça veut pas dire faire mieux. Si on va faire un petit détour par 2 intellectuels, donc Alain Ehrenberg et Hartmut Rosa. Les 2 nous montrent, Ehrenberg sur le culte de la performance, le culte de la performance, c'est-à-dire l'exagération de la performance. Ouais, L'iconisation, la ouais. déification, la Performance, c'est pas mythologie. mauvais en soi. Exactement. Ce qui est mauvais, c'est de l'exagération et donc le culte de la performance. Et Rosa nous dit l'accélération. Alors, on est tous baignés dans cette accélération du temps. Et il nous dit l'accélération, ça épuise. Ehrenberg nous dit le culte de la performance, ça épuise. Et donc, ils font tous les 2 des passerelles totalement documentées entre culte de la performance, accélération et addiction, santé mentale. Tu vois, tout ça est extrêmement documenté. Donc aujourd'hui, il ne faut pas rejeter l'entrepreneuriat en disant le culte de la performance, c'est un gros mot, la performance. Non, il faut remettre la performance pour ce qu'elle a à dire, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle produit de la richesse économique, sociale et du bien-être collectif. Voilà, c'est ça, ces 3 critères. Et toi, dans ton quotidien, tu Ouais. performes. Oui. Comment tu arrives, du coup, à, on va dire, prioriser, quelles leçons tu pourrais en tirer? Comment vous arrivez à naviguer d'une certaine manière entre, vos histoires, personnelles, vos singularités et la nécessité de production, la nécessité quand même de faire vivre des écosystèmes, Ouais. un think-tank, un Entreprise, beau ouais. lieu, enfin Ouais. voilà. Comment tu arrives à naviguer avec ça? Bah, pas tout seul. C'est-à-dire que l'héroïsation qui ferait croire qu'il y aurait, c'est comme en matière de politique, tu vois, la personne providentielle, il y en a eu quelques-unes dans l'histoire, mais sur les doigts de la main dans des moments extrêmement critiques. Mais dans nos vies, à nous, on n'est pas des hommes ou des femmes providentiels. On essaye de relever des défis avec les moyens qui sont les nôtres, et comme on n'est pas complètement câblé pour ça, ben, il faut s'entourer. Il faut donc s'entourer de gens qui sont capables pas simplement de nous compléter sur des fonctions sur lesquelles on n'est pas nous-mêmes compétents, mais des gens qui partagent une même vision de ce que c'est que l'entreprise, de ce que c'est que le développement des personnes au sein des collectifs de travail. Et ça, mon expérience, c'est que ça passe par le fait d'assumer ses propres vulnérabilités. Ça veut dire y compris ses propres manques, et arrêter de faire croire qu'on pourrait être compétent sur tout et partout. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui pèse sur le chef d'entreprise. On voudrait qu'il soit compétent partout, c'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une forme de gâchis? On bouge tellement vite et on s'agite tellement vite que du coup, on fait du surplace? Bah, il y a du gâchis parce qu'on prend pas le temps de récolter ce qu'on a semé. Le culte de la performance, c'est la course en avant, c'est la course à l'échalote. Et donc, à peine tu as fait plus 3%, il faudrait que tu fasses plus 5. Donc tu prends pas le temps de te poser. Ce qui veut dire que même si on ramène ça à des échelles biologiques,
Mais l'être humain, lui, il a besoin de dormir, il a besoin de se distraire, il a besoin de marquer des temps de pause. Il n'est pas tendu comme un élastique 100% de son temps. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il s'épuise, puis il finit par même casser. Donc tu vois, on se rend compte même biologiquement que la fonction du sommeil, c'est de nous permettre de supprimer 95% des signaux qu'on a captés dans la journée pour ne garder que les 5% dont on va vraiment faire quelque chose. Donc en fait, nous sommes en permanence, y compris biologiquement, en train de recueillir énormément d'informations et d'en mettre de côté. Et dans l'entreprise, aujourd'hui, particulièrement avec l'IA, on va nous faire croire que toutes les informations vont devoir être gardées pour être utilisées et que c'est grâce à ça qu'on va avoir des modèles performants. C'est Ça, débile. ça me fait penser au concept de simplicité. Ouais, Le fait de d'élaguer pour pouvoir aller vers quelque chose de plus mais il vaut mieux avoir un pur. truc qui a de la valeur plutôt que 10 000 qui n'en ont pas. Tu vois? Et aujourd'hui, on nous fait croire que la loi du nombre, y compris dans la manière dont l'intelligence artificielle traite des datas considérables, c'est ça qui va accorder de la valeur. En fait, il y a une figure dans le management qui est assez marrante, c'est celle du triangle du contrôle de gestion, qui évalue la dimension efficacité, efficience, ça fabrique la performance. Puis il y a un troisième pan du triangle qu'on oublie tout le temps, qui est central, c'est ce qu'on appelle la pertinence. Pourquoi je fais les choses? Est-ce que c'est parce que je vais faire comme mon voisin et qu'il faut que j'ai un avantage concurrentiel? Pourquoi je mets en place ce produit, cette stratégie? On oublie tout le temps de se poser la question du pourquoi ou du quoi, qu'est-ce que je veux vraiment? Et donc ça, c'est une question qu'on ne peut pas se poser quand on n'est pas dans une pause. Il faut se poser, tu vois, PAUSE, pour pouvoir se poser la bonne question du pourquoi. On fait plus ça. On fonce tête baissée, à toute vitesse, et on croit que c'est ça être performant. Ben non, ça produit en fait des courants de pensée dans lesquels il n'y a plus d'originalité. Tout le monde suit la même trajectoire. Ben, si tu veux arriver à proposer quelque chose d'un peu innovant, il faut te calmer, il faut reconnaître qu'en toi, il y a une forme de faille, une insuffisance, que tu vas avoir besoin des influences des uns et des autres, que chacun a des creux dans sa vie, des bosses, et que c'est cette cohabitation des creux et des bosses qui fait qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Ça ne veut pas dire décroître, mais ça veut dire un peu ralentir. Ah ouais, ça quand même. D'où mon idée de château du répit, mais on y viendra peut-être après. Oui, et même, pour le think tank, je voulais te poser du coup la question. Il y a des sujets qui sont comme ça dans l'air du temps, tellement populaires qu'on a l'impression que c'est, pris Ah, par tout le monde. ouais. Comment tu arrives à ne pas te sentir heurté? Ah, je sais d'aventure que aller regarder le sujet de la vulnérabilité, qui est un sujet intime, c'est coûteux. Mmh. C'est contre-intuitif. Personne ne va de gaieté de cœur regarder ces espaces de vulnérabilité. Du coup, personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans et personne ne sait comment on va le valoriser derrière. Donc le premier effort, c'est quand même d'aller regarder. Et comme les gens n'ont pas envie de faire ça, eh ben, ils vont essayer, et c'est ce qu'on observe dès maintenant, hein, ils vont essayer de prendre le sujet de la vulnérabilité pour le dénaturer, Mmh. pour lui faire perdre sa puissance subversive. C'est ce qui s'est fait avec la résilience. On a foutu de la résilience partout. Même Boris Cyrulnik nous dit « je ne reconnais plus mes petits bébés » parce qu'on a travesti la résilience en faisant un facteur de performance. Alors, il faudrait avoir beaucoup souffert pour être un manager performant. Ben, t'as vu ça où? Non. De fait, tu as souffert, mais ce n'est pas un point de passage obligé. C'est systémique. Il y a tellement d'influences Bien qui sûr. font que ta vulnérabilité produit quelque chose qu'on ne va pas instrumentaliser ta vulnérabilité à des fins de performance. Il y a du Le- hasard. Il y a du Bien hasard sûr, qui se joue. des influences systémiques de Mmh. partout. Mmh. Tu vois. Deuxième sujet, la méditation pleine conscience. Alors ça, la tarte à la crème dans l'entreprise, tout le monde s'est dit, grâce à ça, on va avoir des managers performants. Même John Kabat-Zinn dit, mais je reconnais plus mes petits. Même Christophe Fauré, le psychiatre, dit, mais c'est pas ça qu'on a voulu faire. On a juste voulu dire aux gens, posez-vous, posez-vous. Laissez-vous influencer, laissez-vous penser. Arrêtez d'être comme des lapins dans une roue qui tourne continuellement. Tu vois. Et posons-nous. Et ça, on est dans une espèce de course en avant où parce que les autres pays vont très très vite, il faudrait que nous, on soit au même rythme qu'eux et on ne se rend pas compte qu'on consomme nos propres énergies, qu'on consomme les énergies fossiles, qu'on consomme les énergies du monde, tu vois, Relationnel. et qu'on ne produit pas grand-chose de neuf, Mmh. en vrai. On produit des choses plus efficaces, plus rapides. Tu vois, on va avoir des téléphones qui sont de plus en plus avec des applications, machin, mais on ne produit pas grand-chose de neuf. Il faudrait s'arrêter et se dire, ça fait combien de temps qu'on n'a pas créé quelque chose de vraiment neuf? Et ça, c'est dans la vulnérabilité.
Alors, il faudrait peut-être prendre le temps de la définir, ce que c'est que cette vulnérabilité, mais globalement, c'est dans l'expérience de la vulnérabilité qu'on change un peu de cap. C'est au moment d'un divorce, c'est au moment d'un deuil, c'est au moment d'une maladie qu'on se dit: «Qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie?» Et là, on réactualise complètement son système de valeurs. Peut-être pour le remettre comme il était, mais peut-être aussi pour en adopter un complètement différent. Et là, on est créatif. Moi, ma définition caricaturale, hein, parce que c'est quand même, je préviens les auditeurs que c'est long et laborieux de trouver une bonne définition, Mmh. que elle dépend de tellement de paramètres, d'où on se situe, de ce qu'on veut vraiment poser comme problème, enfin, et d'ailleurs, récemment, il y a eu pas mal de personnes qui me disaient: «Mais quand on cherche sur Google, on trouve, et les gens ont plutôt été sympas de ne pas me citer ChatGPT, hem, qu'on trouve que c'est plutôt, de la vulnérabilité, cybernétique, enfin Ouais, voilà, ouais, ouais. liée, aux Au technologies. risque informatique, Voilà, ouais, ouais. ça c'est la classique et je suis arrivée, avec bien sûr, Charlotte Fortuit à la question qu'une vulnérabilité est finalement une forme de jugement sous performance, un jugement subjectif de soi, mais aussi de la société, par rapport à cette sous-performance au travail. Donc si vraiment on parle de vulnérabilité humaine au travail, on reste sur ce champ-là. Mais même avec ça, il y a c'est un sujet complexe parce que, c'est lié à la fragilité, qui n'est pas la même. Moi, j'aime bien distinguer et je sais que vos travaux aussi, font cette Ouais. distinction. Dis-moi comment toi tu la définirais? Bah, en fait, il y a une définition étymologique, donc on va partir de ça. Mmh. Vulnus voulant dire la blessure, la vulnérabilité, c'est la conscience qu'on a qu'on pourrait être blessé. Mmh. Donc Qu'on a et qu'on pourrait être blessé. C'est ce que bah, oui, voilà et c'est ce que j'aime bien, en fait. donc c'est une Possibilité. possibilité. Voilà, c'est ce que je reviens La toujours sur ça. vulnérabilité n'est pas le fait d'être blessé, c'est le fait d'avoir conscience qu'on pourrait l'être. Il se trouve que dans nos vies, quand est-ce qu'on a appris qu'on pouvait être blessé? C'est le jour où on a été blessé. Mmh. C'est le jour où, en apprenant à marcher à l'âge de 18 mois, on s'est cassé la figure, on s'est fait mal au genou. Là, on a compris qu'on était vulnérable. Du coup, on a développé un sens de l'équilibre pour apprendre à marcher, de sorte de ne pas avoir à trébucher et à se refaire mal. Donc, de ce point de vue-là, la vulnérabilité et la possibilité d'être blessé, c'est quelque chose qui s'applique au registre du vivant. Par extension, on l'a appliqué à des systèmes, la vulnérabilité des matériaux, la vulnérabilité informatique, la vulnérabilité géopolitique, et ainsi de suite. Mais au départ, ça s'applique à des systèmes vivants. La fragilité, c'est l'expérience qu'on fait quand on a été blessé et qu'on pourrait même en être cassé. Fragilise, ça veut dire la cassure. Donc là, c'est le moment où on se rend compte qu'on est malade, mais ça pourrait être encore plus grave. Donc ça nous oblige à nous prendre en main pour essayer de nous soigner, pour revenir à notre état naturel, qui est celui de la vulnérabilité. Donc 100% des gens sont vulnérables en permanence. Certains sont fragiles parce qu'ils font une expérience d'un divorce, d'un deuil, d'une maladie, que sais-je, hein, et puis ils reviennent à leur état plus tard naturel de vulnérabilité. Et donc ça nous fait dire qu'en fait, la vulnérabilité, c'est ce qu'on va trouver de manière traversante sur l'ensemble du champ du vivant, depuis la cellule jusqu'à la plante, l'être humain et les systèmes collectifs que sont l'entreprise, les Mmh. États, mais composés d'êtres vivants et pas des concepts théoriques de systèmes. Mmh. Et d'ailleurs, on le retrouve assez vite, c'est marrant, dans les publicités aujourd'hui liées à l'IA, on dit: «Votre employé IA qui travaille 24 Ah heures ouais, sur ouais, j'ai vu 24, ça, j'ai 7 vu jours ça. sur 7». Je trouve ça C'est effrayant. oui, mais en même temps, d'une certaine manière, je me suis dit que c'est comme si on reposait la singularité du vivant. Tout d'un coup, Ouais. hem, il y a un contraste qui se révèle. Ouais, si on utilise ces assistants électroniques pour faire des tâches 24 heures sur 24 et que nous, ça nous permet de rentrer dans ce rythme, de ce ralentissement et dans ce rythme qui nous correspond, OK, moi j'ai pas de problème pour qu'un système d'alarme surveille Oui, ma maison comme les 24 heures sur 24 ou que comme les agriculteurs quand ils ont arrêté d'utiliser, les chevaux pour, faire, leur, moisson ou que sais-je. Ils utilisent maintenant la moissonneuse-batteuse et puis et elle sera ça leur enlève automatique, voilà et plus ça leur tard. enlève leur pénibilité, leur usure. Ce qu'il faut pas, c'est que l'être humain, lui, croit que c'est ce fonctionnement H24 qui va devenir la norme, parce que Oui, sinon il n'est pas câblé pour ça, il va s'épuiser, d'où les burn-out. D'accord? mais aujourd'hui, sur ça, je vais revenir parce que la normativité Mmh. possible qu'oppose l'IA
sur ce qu'on attend de l'humain, je trouve que c'est là où est la révolution. Parce que même sur la manière de Mmh. s'exprimer, Mmh. la manière de construire une relation, la manière de se faire des amis, en fait, de vivre tout court, on va commencer à comparer à ce que fait Oui. une IA, on va dire, Mais elle qui devient recycle. normative, tu as raison. Et en plus, il y a un anthropomorphisme Mmh, autour de l'IA qu'il y a pas avec le marteau. Le marteau, pour moi, c'est pas un visage, c'est mmh, pas un truc qui a été conçu comme si c'était un être humain. L'IA, c'est une technologie qu'on va essayer de concevoir comme si elle était un être humain parce qu'on croit que grâce à ça, on va l'adopter plus facilement et on rêve depuis le siècle des Lumières et sans doute même mmh. d'avant, que le monde serait un monde mécanique et qu'on pourrait tout comprendre du fonctionnement du monde. Et on oublie qu'il y a des tas de paramètres qui nous échappent complètement. J'étais mardi avec un des spécialistes français de l'IA qui s'appelle Stéphane Amarcy et qui me dit mais finalement l'être humain quand il prend des décisions, je lui dis quel est le processus créatif chez l'être humain? Comment tu l'analyses ça au regard de l'IA? Il me dit mais en fait l'IA c'est une base de données et donc, quand un être humain devient créatif, c'est parce qu'il va mobiliser dans sa base de données, consciente ou inconsciente, dans toutes les influences qu'il a connues avant. Et donc, en gros, une création, c'est une compilation d'une somme de données, et l'IA en a des milliards. Bon. Je lui dis, mais comment est-ce que tu expliques que Picasso ait parfaitement compris les peintres du Quattrocento alors qu'il ne les avait jamais étudiés? Est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose du l'ordre du génie créatif? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'étincelle singulière, du truc qui n'est pas apparu à partir des données antérieures, mais survient comme ça, de manière encore inexpliquée? Mmh. Est-ce que l'être humain n'est qu'une somme de mécanique dont on ferait les additions, la concaténation, et puis ça produirait une décision? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui nous déborde, qui nous dépasse, qui s'appelle l'intuition, que d'autres vont appeler L'âme. Dieu, l'âme, tu vois? L'inconscient collectif, je ne sais pas comment l'appeler, mais réduire l'être humain à des simples processus, mécaniques, mathématiques, mais on en rêvait avec le grand horloger au siècle des Lumières, tu vois? Et même les maths disposent d'une forme, ceux qui aiment les maths, De mystère. de mystère, d'âme, de Eh ouais, spiritualité, d'abstraction, bien enfin, sûr. j'ai alors Et plus on va dans le monde mécanique, plus l'être humain a besoin de se reconnecter à des choses mystérieuses. Je prends le sujet du deuil, qui est un sujet que je mmh, travaille très volontiers, très régulièrement. Quand des gens très rationnels font l'expérience du deuil, tiens, ils se découvrent complètement irrationnels. Ils sont capables de parler avec leurs défunts, ils sont capables de voir des signes, ils sont capables d'avoir, le sentiment que la présence est là. Et c'est humain comme expérience. C'est pas une folie, c'est pas une superstition, c'est pas une illusion. C'est fondamentalement parce que l'humain est à la fois matériel et en même temps, il accède à quelque chose d'irrationnel. alors je vais revenir sur cette question de deuil parce que Mmh, il y a toute une économie autour de ça maintenant. Mais, auparavant, ce qui est intéressant, c'est que le monde pythagoricien, mmh. effectivement de cette, logique, de programmation pour tout, bizarrement, dans les scénarios qui réfléchissaient sur la possibilité d'avoir une IA générale, l'hypothèse la plus intéressante, c'était est-ce qu'il allait y avoir une forme de moment, oui, ils ont appelé ça de la Mmh. singularité, qui allait pouvoir produire, cette et j'ai trouvé ça mais très beau, comme quoi d'une certaine ironie, on s'attendait à avoir eu de la singularité, alors que là, il voit bien que finalement, c'est pas ça, donc il va falloir mettre énormément de moyens d'entraînement, de découvrir d'autres formes peut-être de pratiques scientifiques pour y arriver. Mais finalement, c'est là où on voit que même une logique, que tu présentais tout à l'heure, non pythagoricienne ou basée sur la singularité et la vulnérabilité humaine, mais en fait, elle contamine, il y a un biais où même l'humain finit par, reporter ce biais-là sur la machine. On espère que la machine fasse ça. Oui, mais de la même manière que les astronomes, sont au bout d'un moment fascinés comme les biologistes par, les limites de leur science. Ils touchent à des choses qu'ils, n'expliquent pas, que peut-être dans les générations antérieures, on n'expliquait pas et qu'on en est venu à expliquer. Donc il y a une espèce de progrès, Cumul, mais de progrès sans doute. Mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'émerveillement. Et alors, c'est quoi l'émerveillement? C'est juste une expérience mécanique de neurones qui s'entrechoquent? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vient à un moment donné saisir l'être humain et le dilater? C'est ça l'expérience de l'émerveillement, c'est une dilatation. Donc, qu'aujourd'hui, dans l'IA, on espère qu'à un moment donné, il y aura une forme de singularité, une forme de moment créateur au cœur de l'IA, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça
mais à condition qu'on ne réduise pas l'IA à simplement une mécanique qui compile des données. Les Japonais reconnaissent que les robots peuvent avoir une âme. Tu vois, pour le Japonais, le robot est un être vivant, c'est pas juste une mécanique. Moi, je trouve ça assez excitant d'aller explorer ce sujet-là. Sauf qu'aujourd'hui, je constate que depuis des siècles, ce qui fait le génie créateur, c'est pas la machine. Puisque c'est l'humain qui crée la machine et que son génie créateur, ça a été d'être capable, Léonard de Vinci par exemple, ou Pascal avec sa Pascaline, ça a été capable d'inventer des machines qui traduisent ce que l'humain avait dans sa tête. C'est pas la même chose que d'imaginer que désormais c'est la machine qui va inventer quelque chose qu'elle aurait dans ses entrailles et que nous, on deviendrait les serviteurs de ce projet-là. Il y a des expériences en ce moment sur, par exemple, les agents IA qui arriveraient à se parler dans un langage que l'humain n'arrive pas à comprendre. Mmh. Donc, je me demande, honnêtement, la question est ouverte et il y a peut-être des études à faire Ah ouais, encore et moi j'ai pas des de observations j'ai pas à d'idée mener. fermée sur le sujet. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller voir les gens et ce qu'ils vivent aujourd'hui, plutôt que d'aller fantasmer sur des grands systèmes et ainsi de suite. Que vivent les gens? Mais au quotidien, ils vivent la difficulté d'accorder leur système de valeurs avec leurs engagements professionnels. Donc ils sont quand même dans une forme de tension Dissonance. intérieure. Ils vivent des rythmes qui les fatiguent. Ils vivent le désir de pouvoir construire une vie amoureuse et en même temps c'est devenu très compliqué parce qu'on se rend compte de manière virtuelle, parce que les enfants ne sont pas tout à fait sur le même modèle qu'eux étaient quand ils étaient enfants par rapport à leurs parents. Et donc toutes ces influences-là font qu'aujourd'hui c'est devenu très difficile de construire une vie dans une société qui nous oblige à trouver notre bonheur personnel. Avant, le bonheur, on rentrait dans une voie qui avait été plutôt tracée par d'autres. Aujourd'hui, il faudrait être l'inventeur de sa voie. J'ai fait beaucoup de bénévolat en soins palliatifs, comme tu le sais, et donc plusieurs fois, j'ai eu des gens qui m'ont interpellé. Je fais presque 20 ans de bénévolat, donc j'ai accompagné des centaines de gens, y compris des dirigeants d'entreprise, et ainsi de suite. Et j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit « Monsieur, comment mourir ? Comment mourir ?» Et en entendant ça, j'étais saisi parce que je me suis dit, mais s'ils avaient posé la question il y a 200 ans, ils auraient eu des réponses parce que culturellement, on les avait. Et puis moi, j'aurais dit, bah, vous vous convertissez, vous mettez vos affaires en ordre, hein, vous vous confessez. Et aujourd'hui, on est dans un vertige puisque nous n'avons plus de modèle. Et donc, nous sommes sommés d'inventer notre manière de vivre et notre manière de mourir. Mais c'est énorme comme injonction. C'est considérable. Tu vois. Donc, je comprends que les gens aujourd'hui soient perdus. Et en fait, ce que je veux travailler, c'est comment dans leur vulnérabilité, il y a une opportunité de se rencontrer soi. En fait, ça sert à ça, la vulnérabilité. Ça sert à découvrir qui on est au fond de soi. Et à partir de ça, à pouvoir construire la vie qu'on a envie de vivre. Moi, j'aurais jamais trouvé ma voie personnelle si j'étais pas passé par quelques gouffres. Ça veut pas dire que tant mieux, ça veut dire que les gouffres étaient là et que l'être humain que j'étais, comme tous les êtres humains, a réussi, sur ce coup-là, à démontrer qu'on était capable de convertir des épreuves en richesse. Et puis la C'est ça culture, l'être humain, hein. C'est une usine à transformer de la vulnérabilité en richesse. et la culture, elle disait, enfin, dans différentes cultures, hein, c'est pas forcément que celle, dans laquelle j'ai grandi, heu, insistait sur le fait que c'est un test. Une épreuve Ouais, est un test pour ben se oui, révéler, eh oui. Mais épreuve, pour grandir. ce mot, il faut l'entendre. On le met toujours sous l'angle sportif, voire sous l'angle de l'épreuve accablante. Tu vois, oh là, il a un cancer, quelle épreuve, il a perdu un proche, quelle épreuve. Bon. Ou alors, Jeux Olympiques, ouais, il a relevé à la force des poignets une épreuve, machin. Mais il y a un sens qu'on oublie tout le temps, qui est le premier. C'est se donner à soi-même des preuves de vie. Et le meilleur moyen d'éprouver quelque chose, c'est de commencer par éprouver des sentiments, de l'affection, des émotions. C'est la première chose que l'enfant éprouve quand il est au contact de sa mère. C'est de l'amour. Tu vois. Donc avant que ça ne soit une épreuve à relever à la force du poignet, revenons à l'idée que éprouver, c'est ressentir. Et qu'un dirigeant aujourd'hui qui ne voudrait pas ressentir parce qu'il s'obligerait à, comme on demande aux soignants de ne pas ressentir d'émotions, comme on leur demande de se protéger de la relation, qu'est-ce que ça provoque? C'est mécanique. Ça provoque de l'épuisement, ça provoque du désengagement, parce que les gens disent c'est pas ce métier-là que je veux faire, je veux pas être une personne qui sait faire des piqûres. Je veux être quelqu'un qui soigne. Et je veux savoir que je suis quelqu'un qui soigne parce que je ressens la qualité de la relation, je ressens le bien-être que je produis. Mais c'est pareil avec les dirigeants. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'interdire de ressentir et d'éprouver?
de l'affection, de l'intérêt, tu vois, des sensations. Oui, mais c'est ça être vivant, hein. Sinon on est des machines. Je pense que c'est même ce contraste-là. C'est comme si à l'aune, de l'arrivée, massive, d'une IA, on se rend compte que d'une certaine manière, on n'arrête pas de répéter, c'est un retour vers, l'humanité et en même Ouais. temps, maintenant, on a des IA humanistes. Ouais. Oui, oui, il y a même des gens qui trouvent que les robots sont désormais plus empathiques que les soignants. Oui, j'ai Hein, pensé à ça quand études vous avez en parlé. Corée du Sud, études au Oui. Japon, bon, ça montre en fait que nous avons baissé notre, seuil d'exigence. Ce qui nous rend vivants, il faut toujours se reposer la question dans la vie: «Qu'est-ce qui me rend vivant?» Et je dis pas: «Qu'est-ce qui me permet de survivre?» Est-ce que ce qui me rend vivant, c'est d'avoir un compte en banque bien fourni? Non, ça, c'est ce qui me permet de survivre. Mais ce qui me rend vivant, c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui me regarde, qui s'intéresse à moi comme un être humain, et puis moi je rencontre cet autre être humain. Et donc on peut aller chercher du côté de Lévinas avec le visage de l'autre, l'altérité, enfin, Oui, on mais a... l'enfer, c'est l'autre. Ah, alors je m'arrête un instant là-dessus, parce que Sartre lui-même a dû corriger Mmh. sa phrase qui est extraite de Huis clos, l'enfer c'est les autres. Dans une interview que j'ai retrouvée sur France Culture 1967, il dit: ce que j'ai voulu dire, c'est que l'enfer, c'est quand on a avec les autres des relations de piètre qualité. C'est ça ce qu'il disait Sartre. Tu vois, alors dans Huis clos, on n'a retenu que la phrase l'enfer c'est les autres. Non, l'enfer c'est quand je n'ai avec les autres que des relations de piètre qualité. Ah, ça devient intéressant. Hein. Là, on est dans le vivant. Là, on est dans qu'est-ce qui me vivifie? C'est la qualité des relations que j'ai avec les gens. Et si en revanche, je n'ai que des relations d'intérêt, de calcul, alors dans ce cas-là, je nourris un monde mécanique. Mais si j'ai des relations vivifiantes, parce que je suis ému, parce que je suis touché, parce que la personne vit, alors là, je suis dans le monde organique. On choisit, mécanique ou organique? Et du coup, d'une certaine manière, ce que tu fais, au château du répit, Ouais. c'est aussi de revenir à de l'organique? Oui, alors Château du Répit, c'est un projet, alors c'est une propriété de famille, monument classé historique, du château du XVIIIe siècle. Quand tu récupères un truc comme ça, tu te dis: «J'ai un problème parce que j'ai un gros centre de coût. Qu'est-ce que je vais faire de ce truc-là?» Et comme tu as une moi j'ai senti que j'avais une responsabilité de ne pas, laisser ce truc-là en déshérence, je me suis dit: «Mais je veux faire venir des gens pour qu'ils retrouvent ce que moi j'y trouve, c'est-à-dire de la vitalité». Un lieu en pleine nature, dans le Berry, avec, des choses extrêmement, rurales, préservées, authentiques, de la nature, à foison. En plus, on a, tous les hectares qu'il faut autour pour être, tranquille et un peu isolé. Bon, et à partir de ça, je me suis dit: «Mais moi, je veux y faire venir les gens», notamment ce public que j'accompagne souvent, les personnes en deuil, pour qu'elles puissent sortir de l'enfermement du deuil à faire des choses mécaniques. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'animais un séminaire de veufs et veuves précoces, c'est-à-dire qui ont perdu leur conjoint avant l'âge de 55 ans. On les emmène sur une île à l'Érins, au large de Cannes, en l'espace de quelques heures. Ils retrouvent une vitalité qu'ils n'avaient pas depuis des années parce qu'ils étaient avec leurs enfants, parce qu'ils étaient avec leur boulot et qu'ils étaient en posture de survie. Et là, on les met dans une perspective où ils se disent, et j'ai les témoignages derrière en disant: «Mais ça m'a enfin ouvert, sorti de ma boîte dans laquelle je m'étais auto-enfermé, et je peux imaginer un autre truc derrière». Ça, c'est le premier public que je vais accueillir. Et puis je vais accueillir des dirigeants d'entreprise qui vont dire: «Mais moi, le monde dans lequel on est, je le comprends pas. Il m'épuise, il m'essouffle, mes collaborateurs se désengagent. Comment est-ce que je tiens mon entreprise?» Mais eux aussi sont dans une forme de deuil, Mais en oui, fait, de leur propre vision et de mais ils leurs sont propres activités. asphyxiés. Voilà. Ils sont asphyxiés. J'étais ce matin en visio avec une chef d'entreprise de la région de Rouen qui a 180 salariés et qui me dit: «Mais j'ai besoin de ce bol d'air pour pouvoir continuer à être effectif dans mon entreprise. Et donc j'ai besoin de rencontrer d'autres entrepreneurs. J'ai besoin d'échanger avec eux sur la vision du monde. J'ai besoin qu'on me laisse avoir du répit. J'ai besoin qu'on m'aide à comprendre ma vulnérabilité pour que derrière je puisse en faire quelque chose, parce que mon métier, c'est de faire quelque chose dans la vie, d'un matériau qu'on me confie. Tu vois. Et donc je trouve que c'est hyper excitant pour moi de dire aux gens: venez, je vous accueille pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 5 jours, vous êtes chez vous, on est chez moi, donc je vous accueille comme... Littéralement. Mais ouais, ouais, c'est pas un lieu de séminaire artificiel, c'est un lieu dans lequel moi je vis, hein, et ensemble, on va essayer de réfléchir à comment on peut faire avancer les choses, comment on peut vous poser, comment on peut vous ressourcer, comment on peut vous relancer. Voilà. Et en fait, voilà, je n'ai pas de doute sur le fait que l'offre correspond à des besoins. Le problème, c'est est-ce que les gens sont suffisamment perspicaces pour se dire: «J'ai identifié que c'est ça dont j'ai besoin aujourd'hui,
parce que sinon, je vais continuer à m'agiter et je vais cramer toute mon énergie et celle de mes proches. Et je pense que c'est même le luxe ultime aujourd'hui, c'est pas que le temps. Je répète souvent ça à mon entourage. Aujourd'hui, je pense que le luxe, c'est d'avoir un lieu qui nous offre des choses, Ah ouais? des sensations, de ne pas être dans une posture de consommation, mais d'être là. Ouais. Enfin, Ouais. je trouve que c'est un cadeau ultime. Il faut vivre une expérience. Alors c'est pas dans les années, 2000, on faisait des expériences en faisant du saut à l'élastique, Oui, c'est du vrai. cri primal, du machin, tu vois? Enfin, on avait tout un tas La de la trucs. Hunger Room. Mais c'était violent. Mmh. C'était des trucs violents où on te disait: «Allez, tu vas aller cracher, tes tripes Mais je dans pense une qu'on expérience». on Non. cherchait des sensations parce qu'on s'ennuyait. Oui, ouais, Il y avait un monde de confort. mais comme aller voir un film d'horreur, tu vois? Oui. Mais sauf que là, moi, c'est pas ça que j'ai envie de proposer. J'ai envie de proposer d'abord, on se pose, on ralentit, hein, on abaisse le niveau de fréquence, on se laisse émerveiller par l'environnement. Moi, j'ai des ciels étoilés, il y a pas de pollution lumineuse, c'est normal, il y a pas de grande ville à moins de 50 kilomètres. Bon, donc tu as un ciel, mais on redécouvre des ciels d'enfants tellement c'est beau, tu vois? Tu peux observer, le gibier, qui passe parce qu'on est en pleine nature, bon, et à partir de ça, on fait descendre la fréquence et on peut commencer à rentrer en relation sur un mode beaucoup moins, heu, hem, Parasité. oui, instrumental, Mmh. intentionnel avec les autres. On peut rentrer en relation, reconnaître qui on est, recontacter qui on est. Quand on a commencé, sa vie professionnelle, on avait quoi comme rêve? C'était quoi notre idée? Quand on était gamin à 18 ans, c'était quoi notre idée du monde? Et qu'est-ce qu'on a perdu en chemin? Donc, se reconnecter à la source d'énergie vive en soi qui est créatrice, voir que les autres, ils font le même travail autour parce qu'ils ont les mêmes aspirations et commencer à créer une forme de communauté, de réseau, d'entraide pour que petit à petit, on ait des chefs d'entreprise qui sachent créer des entreprises où il fait bon travailler et vivre. Est-ce que, le New Age n'a pas caricaturé ces Ouais, besoins, qui sont primaires, en fait, c'est des besoins humains primaires? mais c'est des besoins spirituels, mais pas forcément religieux, après chacun Ni va ésotériques, mais enfin, c'est des besoins spirituels, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, sait bien qu'au fond, il y a une forme d'âme, hein, moi j'ai pas de problème à l'appeler l'âme, qui est, une partie de nous qui a des besoins, qui a des faims, qui a des soifs, qui a besoin d'être nourrie. par la nature, oui. Et puis ça, on l'a mis de côté en disant: «Non, non, moi je suis une espèce de machine à produire de la richesse». Mais, tu OK, tu es passé du côté mécanique. Mais qu'est-ce qui te vitalise? Qu'est-ce qui te fait dire le matin: «Waouh, je suis une belle personne, je suis content de vivre, j'ai fait des belles rencontres». C'est aller à la rencontre des gens. Et donc moi, ce que je veux, c'est qu'ils viennent se poser, qu'on passe des moments de convivialité, qu'on ait des moments de travail, qu'on ait des outils, parce que moi, c'est mon métier de leur apporter de la clairvoyance sur ce qu'ils vivent, hein, qui créent des passerelles entre eux, de l'émulation, et que tout ça, ça reparte après en étant régénéré. Ça, j'y crois, mais alors, à fond. Et puis tu l'as fait aussi, c'est pas juste une croyance, mais ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, la clairvoyance n'est pas commodétisée. Mmh, Elle ne se livre pas par commande. mmh. Elle demande une forme d'effort. Ça demande une posture en creux. En fait, la clairvoyance, c'est pas un travail cérébral où je vais réfléchir à un projet c'est je me laisse inspirer. Que fait l'artiste? C'est ça qu'il fait. Il se pose, il est pas là en train de se dire: «Ah plus 1 plus 1 égale 2». Il est en train de se dire: «Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en mots? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre?» Tu vois? Et donc la clairvoyance, c'est pas un processus volontaire, comme tu le dis très bien. C'est un processus de dépossession de soi, de mise en retrait de soi pour accueillir quelque chose qui va venir, on ne sait pas d'où et puis, c'est pas l'objet de savoir exactement d'où, mais quelque chose qui va être original, quelque chose qui va être inventif, quelque chose qui va produire, davantage d'énergie. Donc c'est compliqué pour un chef d'entreprise d'opérer simultanément 2 postures. La posture volontariste, où je vais prendre en main mon activité et je vais poursuivre un objectif et je me donne des KPI et je vais essayer d'avoir de la rentabilité et ainsi de suite. Et une posture beaucoup plus en creux, où je vais accueillir, où je vais ralentir, où je vais essayer de sentir ce que j'ai vraiment au fond de moi, hein. Je vais aller à la rencontre de moi, c'est pas toujours le chemin le plus simple à faire On n'a dans pas une vie, envie. hein, mais c'est le plus fécond. Oui. Moi, j'appelle ça la vulnérabilité féconde. C'est le chemin le plus fécond. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise, c'est celui qui a un défi, c'est de faire cette synthèse.
Alors, chez les Chinois, j'ai été à Shanghai il n'y a pas très longtemps pour parler de vulnérabilité. J'ai pas eu de problème pour leur parler de vulnérabilité parce qu'ils ont le Tao avec le yin, le yang, et donc ils sont capables intellectuellement de comprendre qu'il y a une partie active et il y a une partie passive, qu'il y a une partie qui crée, il y a une partie qui se laisse inspirer. Mais nous, on a oublié ça. Depuis le culte de la performance, on est dans, allez, un peu de jus de cerveau, on va se faire une brainstorming, hein, du brainstorming, ça dit ce que ça dit, quoi. On se met au vert et on ouais. brainstorm. Mais non, mais moi, je les emmène au bord de mes étangs et puis on va regarder les hérons qui sont en train de pêcher. Ben ça peut m'inspirer. Je les amène dans mes forêts et je leur dis, mais voilà, je vais t'expliquer comment ça pousse un arbre, comment ça vit un arbre, comment ça interagit un arbre. Et puis après, on fait les passerelles avec le monde de l'entreprise en disant, ben maintenant, tu as un collectif de travail, c'est des gens qui vivent. Comment on anime ça? Mmh. Ah, ça c'est rigolo là. Là, on commence à rentrer dans la réalité de la vie des gens et pas dans des projets. Donc l'intelligence artificielle, tu vois, tout ça, pour moi, c'est des sujets très abstraits, même si ça commence à prendre une place très concrète. Mais j'ai envie de rembobiner le film pour dire, ça commence où ta motivation dans la vie? Et là, qui aujourd'hui, tu parlais de luxe tout à l'heure, qui prend ce temps-là? Qui a ce luxe-là? Mmh. Hein, et j'ai un chef d'entreprise qui me dit: «Mais ce que tu dis là, je suis hyper d'accord, ça me plaît bien, mais d'abord j'ai pas le temps Mmh. et ensuite, en ce moment, je préfère garder ma trésorerie parce qu'on ne sait jamais comment je vais me faire bouffer, donc je vais pas aller dépenser, j'ai même bloqué les budgets formation de mes salariés, on verra plus tard». Je lui dis: «Je comprends, mais je pense que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire». Je comprends que tu le fasses parce que tu peux avoir peur, tu es prudent, ainsi de suite, mais je pense que c'est dans les moments où ça va pas bien qu'il faut investir sur les recettes qui permettent de gérer les moments qui vont pas bien. Soit on se recroqueville dans son château fort, on ferme les fenêtres, les portes et on dit on attend que la tempête passe. Soit on se dit, ben, le monde change, et ben moi aussi il faut que je change. Il faut que je change dans mon rapport au monde. Tu vois, au sein du cercle, on a eu deux expressions qui sont parlantes. Cette tentation du repli pour se protéger, hein, comme le marin qui s'enferme dans son bateau Ouais. en attendant que la tempête passe, on appelle ça le figement. Le figement. On va figer des choses et on va attendre que ça passe. On en est là en On en France est en là. ce moment. Ouais, on est figé, on est tétanisé. On voit l'actualité politique, on est comme des lapins, on comprend plus ce qui se passe et donc plus personne ne me dit. Mais encore avec Patrick Martin, là, il y a 3 jours, on discutait, il dit mais je comprends que les entreprises n'aient pas envie d'investir en ce moment, je le comprends. Et ça, c'est le figement. Et puis il y a un deuxième aspect qu'on a travaillé de Conceptualisé. manière intense, mais pas que conceptuelle, de manière pratique, c'est comment on passe du figement au gisement. Au gisement, parce que la vulnérabilité, c'est une énergie. Et là, on a un gisement de pétrole qui s'appelle la vulnérabilité. À nous d'inventer les nouvelles technologies, plutôt Oui. psychologiques que mécaniques, tu vois, mais les nouveaux outils qui vont permettre de valoriser ce gisement pour en faire de la richesse économique et sociale. Ça, c'est notre boulot au cercle, vulnérabilité et société. Mais c'est aussi le boulot des entrepreneurs. Soit je fais le dos rond et je suis dans le figement, soit je fais le pari de l'avenir et je suis dans le gisement. Et après, on dira pourquoi ils ont gagné leur pari. Mais parce qu'ils ont pris des risques. Ouais, ouais. Mais nourrissons-nous de la culture nord-américaine qui n'a pas du tout la même aversion que nous Non. à l'égard du risque. Au contraire, qui y va, quoi. Quand il y a du risque, ça les excite presque. Alors, on en a parlé ici même sur ce studio et chers auditeurs, je pense que vous avez déjà vu peut-être cet épisode avec Carlos Diaz et on se disait, parce que Carlos vit aux États-Unis en ce moment et moi-même j'y ai vécu, qu'il y a quelque chose de fascinant, c'est on fait table rase. Ouais. Il va rien se passer, Ouais. on a tout connu, on fait table rase et on recommence. Notre pire peur, c'est d'avoir peur. Exactement. Voilà. Et moi je m'inspire aussi de la culture japonaise qui dit, il faut voir la mort, il faut la vivre. Ah, bah là, je ne peux que être Voilà. d'accord. Tu vois, Il mon faut la engagement vivre. en soins palliatifs, ma sensibilité pour des philosophes comme Heidegger, indépendamment de ses Ses activités, histoires, ouais. mais la philosophie d'Heidegger, le design est quelque chose de prodigieux. Mais avant, on avait Michel de Montaigne, hein, qui nous dit que philosopher, c'est apprendre à mourir, et que finalement, c'est dans la réflexion autour de la mort. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Vivant jusqu'à la mort, et donc j'ai fini par comprendre que le titre disait quelque chose d'essentiel. Le titre était proposé par mon éditeur de façon un peu commerciale, et moi j'étais pas à l'aise, mais j'ai fini par comprendre que la mort a cette puissance de nous faire suffisamment peur pour nous obliger à devenir vivants, Mmh. pour nous éviter de nous enfermer dans une forme de routine qui s'apparente à une forme de mort, une mort insidieuse. Non, la mort dans nos vies, la peur d'être malade, la peur de perdre nos proches, devrait nous bousculer tous les jours ou presque pour nous dire
j'ai envie que cette journée soit une journée dans laquelle je me sens vivant, pas survivant, vivant. Ça, une fois qu'on a touché cette énergie-là, alors on est capable de renverser un peu la table, ouais, clairement. Merci Tanguy. C'est moi qui te remercie, tu vois, c'est passionnant de C'est discuter comme ça. passionnant, c'est passionnant. Je vais inviter les auditeurs à se rappeler en conclusion tout ce que vient de nous partager Tanguy avec, comme je vous l'avais dit, avec beaucoup de générosité. Vivant jusqu'à la mort, c'est-à-dire risquer, mais prenez des risques. Prenez des risques à vivre avec les autres, à vivre votre réalité, à vous sentir vivant. N'hésitez pas aussi à tester votre vulnérabilité féconde. Ouais. À voir où sont vos gisements, à ne surtout pas en avoir peur parce que la peur, elle nous tétanise et pourquoi pas, nous rencontrer, pour lire aussi les travaux, de Tanguy Châtel, sur vulnérabilité et Et société. puis échanger. Aller au château du répit. Au contraire, il faut faire de ça une expérience concrète et pas simplement intellectuelle. Il faut le tester. C'est comme la cuisine, quoi. On peut faire des livres de cuisine, on peut faire de la cuisine. C'est pas tout à fait pareil. Il paraît qu'il y a ceux qui enseignent et il y a ceux qui font. Mais Tu sais, je termine juste sur un point. Oui, C'est Coluche qui disait « Si j'ai le choix, je préférais mourir de mon vivant ». Voilà. On peut mourir en étant déjà mort. Voilà. Ou Oui. on peut mourir en étant devenu vivant. Et ça, c'est un peu plus intéressant. C'était inattendu, mais écoutez, pourquoi pas. C'est la vulnérabilité féconde, je vous l'avais dit. Je vous propose une lecture aujourd'hui avec Norbert Alter sur le livre La force de la différence, itinéraire de patrons atypiques. Il y a plusieurs passages sur ce livre que j'ai retenu à plusieurs reprises et quand je me sens un peu dans le creux de la vague, je le relis parce qu'il y a des passages toujours intéressants. Il y a un passage que je retiens. Cette continuité suppose de créer un présent supportable et de réinterpréter positivement le passé, qui ne peut être simplement assumé, hérité. De ce point de vue, les patrons atypiques rebondissent. Ils sont résilients, pourrait-on dire, parce qu'ils parviennent à reconstruire une cohérence identitaire en s'investissant activement dans des projets extraordinaires, en transférant la violence des traumatismes en énergie créatrice, mais aussi en réinventant souvent, plus ou moins complètement, leurs parents. La résilience apparaît ainsi comme le moyen de créer continuité et cohérence là où le sort n'a pas souri. Vulnérabilité féconde, toujours. Super. Merci à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner, j'enlève les lunettes pour ne pas vous flasher avec mes verres de myope. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager cet épisode et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur le travail et le futur désirable. Merci beaucoup.